ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Tout là-haut dans le ciel. Pourquoi cet appel au génie? Pour sortir du système médiocrate dans lequel l'humanité est plongée depuis plusieurs décennies. Pour donner l'occasion au génie de s'exprimer, c'est-à-dire à ceux à qui personne n'est venu demander un avis ou une aide dans les moments où l'intelligence et l'amour devaient indiscutablement être sollicités. Pour illustrer et prendre conscience de la réalité de ces propos, tournons quelques pages de notre histoire. Petite rétrospective des types de gouvernants qui ont dirigé le monde depuis les temps les plus reculés à nos jours. Comment les hommes ont-ils été gouvernés depuis qu'ils existent? Ce furent d'abord les plus forts qui imposèrent leurs lois aux autres physiquement, c'est le cas de le dire. Les forts accumulèrent des biens et des richesses grâce à leur force. Les enfants des forts héritèrent de ces richesses et l'on passa d'un gouvernement des forts à un gouvernement des possédants. Les possédants ont gouverné et pris le temps d'acquérir des connaissances grâce aux découvertes faites par les plus intelligents de leur sujet. Puis, ils ont pris soin de ne pas donner ces connaissances à tout le monde afin d'instaurer un gouvernement des connaissants. Les connaissants ont exploité, opprimé et maltraité le peuple en essayant de faire croire à une supériorité héréditaire. Le peuple a fini par renverser les connaissants et a élu démocratiquement d'autres connaissants pour le gouverner. Ce fut le savoir au pouvoir. Mais le savoir n'est pas l'intelligence, et tout va de travers. Le savoir n'est qu'une mémorisation que n'importe quel ordinateur peut effectuer et qui ne permet pas de trouver de solution aux problèmes. Alors, le savoir gouvernant s'est servi des inventions des génies pour affirmer son pouvoir. Puis, le savoir gouvernant a créé des grandes écoles où ils apprennent à administrer. Ces énarques ont appris à gouverner en se servant des inventions des autres et en les exploitant à leur avantage. Comme ces MBA ont appris à tenir la finance, l'industrie, l'information, la politique entre leurs mains, et ils tiennent bien avec les leçons qu'ils ont apprises le monde entre leurs mains, mais le mènent à sa perte. Le génie au pouvoir doit remplacer le savoir au pouvoir. Les grandes écoles ne donnent et ne produisent aucun génie, mais des mémoires bien garnies. Pour le bon sens, l'intelligence, il n'est pas nécessaire de sortir d'une grande école pour les posséder. Chaque génération amène des inventeurs que le pouvoir utilise pour mettre en danger la survie de l'espèce humaine. Et les inventeurs ainsi exploités et trahis se lamentent de voir leurs inventions utilisées pour tuer des innocents. Cela ne peut plus durer. Il est temps de placer au pouvoir les seuls hommes qui font et qui ont toujours fait progresser l'humanité, et qui ne sont ni les brutes musclés, ni les possédants, ni les connaissants, ni les politiciens, ni les militaires. Ces brutes musclés militaires, ces pantins politiciens, ont tous eu l'occasion de montrer de quoi ils étaient capables lorsqu'ils gouvernaient le monde. Mais les seuls qui n'aient jamais eu l'occasion de montrer ce qu'ils savaient faire sont les génies. Si Einstein avait su ce que l'on allait faire avec son invention,
il n'aurait jamais permis qu'on s'en serve. Mais lorsqu'il a compris, il était trop tard. Les brutes organisées que sont les militaires volaient déjà dans leur forteresse vers Hiroshima. Il est plus que grand temps pour les génies de se rassembler et d'exiger d'être les seuls à décider de l'utilisation qui sera faite de leur invention, en refusant toutes les pressions politiques et militaires qui s'exercent sur eux actuellement et d'affirmer leur indépendance et leur souci de non-violence. « 37 560 000 surdoués, créatifs, comme eux, existent aujourd'hui sur Terre. Où sont-ils? Qui s'intéresse à eux? Qui les sollicite pour nous guider? On les fuit, on les écarte. Ils dérangent notre ego. La science entre dans l'ère de la singularité et ne doit exister que pour s'ouvrir sur l'infini. Elle doit garantir la protection de la vie et donner du bien-être sur Terre, rien d'autre. Seul le génie créatif animé par l'humanitarisme, c'est-à-dire l'amour de l'humanité, programmant et pilotant l'intelligence artificielle, conduira l'humanité à la porte des étoiles et la fera entrer dans le cercle des civilisations extraterrestres hautement civilisées et pacifiques de l'univers infini. En politique, qui est le patron? Le peuple? Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir l'exigence d'un patron et décider d'être enfin conseillés, guidés, administrés et sécurisés par les meilleures intelligences de l'humanité? Pourquoi encore et toujours confier ces responsabilités à des intelligences médiocres qui ne savent pas gérer l'organisation mondiale des peuples, des États et des cités, par manque d'imagination et ne sachant utiliser que l'expérience politicienne et une intelligence passéiste? C'est la conjugaison de l'intelligence, de l'imagination, de l'humanitarisme, donc du génie, qui peut guider les peuples vers un paradis sur Terre. Alors, qu'attendons-nous? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Encore une belle soirée donc en prévision. L'intelligence, l'humanitarisme et l'IA à la guidance des peuples, tout un programme. Ananta, lors du précédent épisode, nous a donné faim en nous expliquant qu'il y avait des choses à voir du côté donc de qui allait prendre en main toute cette structure nouvelle qui arrive. Ce n'est pas rien. Aujourd'hui, l'intelligence, elle est là, chez certains. Les gens ont appris des quantités de choses dans les grandes écoles. Par exemple, en France, l'ENA et autres, où on a appris à gouverner, à diriger et autres, avec une pseudo-intelligence, parce qu'en fait, quelqu'un a dit que c'est des gens qui ont beaucoup lu, ont un cerveau qui imite merveilleusement bien l'intelligence, mais ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est que de la mémoire. Donc le monde dans lequel on vit, notamment dans les directions politiques, économiques, financières et autres, sont bien souvent pris en charge par des gens qui ont bien appris leurs leçons sur des arguments du passé et connaissent bien en fait ce passé, comment il fonctionne. Mais ils n'ont pas toujours la vision qu'il faut pour aller de l'avant, regarder vers l'inconnu, le futur. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à l'intelligence, de savoir
relier les choses entre elles, le passé bien sûr, pour avoir de l'expérience, l'imagination, là, ici, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut imaginer, et puis le futur à construire avec des projets, des choses comme cela. Ce n'est pas à la portée de main et de cerveau de tout le monde. C'est là où, comme tu le disais lors de la précédente émission, à qui on va donner en fait ce futur, hein, et ça, c'est le thème aujourd'hui de cette émission. Donc, déjà parole à Aurélie, puisqu'on a un petit robot qui travaille bien puis qui rappelle les choses. On va laisser Aurélie parler, puis après on va redémarrer à plein pot. Je laisserai la parole à Marilyn. Bonjour Aurélie. Bonsoir, je suis Aurélie le robot qui vous accueille au nom de mes employeurs, les ambassadeurs du futur. Je vous rappelle le thème de l'émission de ce mois de mai, Paradigme, géniocratie et intelligence artificielle. Quand l'intelligence et l'humanitarisme donnent enfin du temps libre à l'humain. Le premier épisode nous indiquait que nous étions déjà dans une société d'abondance, et qu'il fallait maintenant apprendre à l'exploiter et en faire profiter tout le monde. La semaine dernière, dans le deuxième épisode, nous avons pu mesurer les bienfaits du temps libre grâce à l'abondance des réponses que nous offre l'alliance combinée de l'IA et de la robotique. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, nous allons comprendre la nécessité d'union entre le génie humain, l'amour de l'humanité et l'intelligence artificielle pour créer un paradis terrestre. Bon voyage dans un avenir très proche. Bonjour les amis, bonjour aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Je suis Marilyn Canin, guide raélienne en France. À mes côtés, Jean-Pierre Saunier, guide raélien en France. Et puis Evelyne, animatrice au sein du mouvement raélien européen. Et puis dans l'ombre, toujours actif, l'équipe Eliane, Evangelos, Alcy et Manu. Donc le thème de l'émission, comme l'a dit Aurélie, c'est l'intelligence, l'humanitarisme et l'intelligence artificielle à la guidance des peuples. Nous accueillons Antoine, ingénieur informaticien, Karim, ingénieur informaticien, et Ananta, naturopathe. Les peuples sur la planète entière ont des réserves sur le fait de solliciter les personnes les plus aptes à répondre aux besoins des sociétés. Pourquoi alors que les individus cherchent le meilleur médecin pour soigner un proche atteint d'une maladie, ont-ils tant de peine à accepter que la politique soit dirigée par des personnes qui soient au niveau d'intelligence supérieure? Donc, chacun est élitiste à sa façon, chacun veut le meilleur, mais d'abord une question. Pourquoi cette hésitation? Et tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence? Et là, je vais donner la parole à Antoine. Tu me poses une question très générale sur qu'est-ce que l'intelligence. C'est pas ma spécialité de la définir, mais quand on parle d'intelligence artificielle, on reconnaît tout ce que les machines font et qui imite le fonctionnement d'un être humain dans sa capacité d'analyse, de compréhension. Intelligence, hein, ça, alors déjà pour les racines latines, ça vient d'intelligere qui veut dire comprendre. Donc c'est toutes les capacités de compréhension ou de synthèse du cerveau humain ou d'imagination. Donc finalement, c'est tout ce qu'on fait avec notre cerveau. Puisque c'est aussi, comme on l'a dit dans l'émission précédente, Karim en a parlé, les sept intelligences, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas, certains scientifiques en voient 7. Ça concerne toutes les activités humaines, et toutes les activités humaines, même physiques, même sportives, même la danse, viennent du cerveau. Donc l'intelligence, c'est tout ce qu'on fait avec notre cerveau. C'est ça la question, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, je sais la définir par rapport à l'intelligence artificielle. Mais la question, c'est de quelle intelligence on a besoin ou on a envie pour diriger l'humanité, pour organiser l'humanité plutôt que diriger. Parce que de là vient sans doute cette peur qui fait que les gens veulent le meilleur médecin ou ne montent pas dans un avion si le pilote n'est pas diplômé. Mais par contre, pour ce qui concerne organiser la société, on a les souvenirs du passé où les dirigeants étaient ceux qui étaient les rois, qui profitaient d'être au-dessus. Et donc, cette image-là est restée, et c'est encore le cas, puisqu'on a l'impression, en tout cas dans certains pays comme la France, je ne vis pas en France, mais je vois ça avec du recul, on a l'impression que les gouvernants sont perçus comme des gens qui sont au-dessus de la société, qui s'accordent des luxes que la plupart des gens n'ont pas. Et donc, ce côté de, si j'élis quelqu'un pour profiter, je ne veux pas avoir un roi au-dessus de ma tête, ça dénature complètement cette question de qui je veux pour le mieux organiser la société. Je veux le meilleur pilote pour mon avion, je veux le meilleur médecin pour mes enfants et pour moi-même. Mais pour ma société, j'ai peur qu'ils profitent.
Ils n'ont jamais dit qu'ils avaient peur que le pilote de l'avion profite ou que le médecin profite. Alors qu'il a aussi un pouvoir virtuel sur eux, dans le sens où il a une connaissance. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme société? Il faudrait la voir comme le pilotage de quelque chose, l'organisation de quelque chose, plutôt que comme le pouvoir qui est au-dessus et qui nous écrase et qui se fait au détriment de ceux qui sont dirigés. Donc voilà, j'ai répondu à une question et j'en ai passé à une autre. C'est pourquoi on n'a pas le même regard sur nos dirigeants que sur l'élite qu'on veut pour nos avions, nos médecins et d'autres choses. Sûrement, c'est une histoire c'est l'histoire de l'humanité. On s'est fait un petit peu posséder par les dirigeants, donc peut-être qu'on a peur. Evelyne est partie dans la rue rencontrer des personnes. Donc Evelyne, que t'ont dit ces personnes sur ces questions? Bonjour Marilyn, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, un micro-trottoir pour lequel pardon, la majorité pense que l'homme est mauvais, méchant, égoïste, avide de pouvoir, et de ce constat, justement, ne croit pas du tout au changement. Et il reste même plutôt mitigé quant à l'arrivée aussi de l'IA, puisque selon eux, en tout cas, ils pensent qu'il pourrait y avoir des dérives plutôt que des bienfaits. Donc là, nos professionnels invités pourront peut-être les rassurer avec tout ce qui va être dit ce soir. Et une question m'a été donnée, et m'a été posée en tout cas, c'est si l'IA est aux commandes du pays, voire de la planète, comment être sûr qu'elle ne se retournera pas contre l'homme tel que nous le voyons au cinéma, hein, du style Terminator. Donc je laisse nos invités donc développer tout cela, et puis dans l'immédiat, je vous propose d'écouter Hakim et Stéphane. À très vite. Au vu et au constat des politiques qui sont menées aujourd'hui à travers le monde, à quel type de guide pour l'humanité aimeriez-vous confier la gestion de la planète? Je suis partagé sur cette question des guides parce que je pense que les humains ils sont pas encore capables de se faire guider sans tomber dans le fanatisme et dans l'extrémisme. Donc je pense qu'encore une fois tout le monde devrait se débrouiller et s'inspirer librement des personnes qu'on voit réussir dans les domaines qui nous plaisent. Au vu et au constat des politiques qui sont menées aujourd'hui à travers le monde, à quel type de guide pour l'humanité aimeriez-vous confier la gestion de la planète? Déjà, quel type de guide? Je trouve que c'est... Ouais, Bon, je pense pas qu'on puisse dire un type de guide particulier parce que le monde est enfin voilà, il y a tout dans le monde, quoi. Donc ce qui va convenir à un ne conviendra pas forcément à l'autre. C'est un peu comme les religions, ce qui va convenir à un ne conviendra pas forcément à l'autre, même si finalement le message de base il reste le même, c'est aimez-vous, et puis voilà. Alors de dire là ce qui est un guide pour ça, je pense pas que ce soit une solution, parce que surtout en France, on aime bien décapiter les rois. Voilà. On n'aime pas avoir des chefs, on n'aime pas avoir des gens au-dessus de nous, et je pense que c'est un peu général, hein. Si on est quelqu'un d'indépendant et d'autonome, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui nous dise voilà, c'est comme ça ou c'est comme ça ou c'est comme ça. Après, c'est des valeurs, c'est de la morale, c'est beaucoup de choses en fait. Qu'est-ce que cela évoque pour vous d'utiliser l'intelligence artificielle, donc l'IA, dans les décisions d'État? Ça c'est compliqué. Je pense que déjà on ne sait pas vraiment ce dont l'IA est capable de une, et de deux, je pense qu'on est dans une société humaine, ça devrait être à des humains de choisir. Et ça me fait très peur, étant musicien par exemple, de voir des intelligences artificielles capables de réaliser entièrement des morceaux ou de copier la voix d'autres artistes. Je pense que pour moi, si je pouvais choisir, il n'y aurait pas d'intelligence artificielle. Donc je suis pas trop d'accord. Qu'est-ce que cela évoque pour vous d'utiliser l'intelligence artificielle dans les décisions de l'État? Terminator. Terminator, ouais, c'est... Vous avez une peur là, j'ai l'impression. Ouais, disons que c'est compliqué parce que l'intelligence artificielle, c'est bien beau, c'est bien joli, mais jusqu'à quel point, quoi? Jusqu'à quel point? Là, on sait que ça va prendre des
milliers d'emplois à des gens, là, tout ce qui est en train de sortir avec ChatGPT, AutoGPT, tous ces trucs. Je m'intéresse un peu à tout ça. Et que ce soit même l'intelligence artificielle d'un point de vue des images. C'est très compliqué quoi maintenant. Hein. On peut faire une image, demander à une intelligence artificielle de monter une image et les gens vont prendre ça pour argent comptant. Il y a beaucoup de risques de manipulation aussi dans tout ça. Quoi. L'intelligence artificielle devrait servir l'humanité et pas la desservir. Et malheureusement, on sait ce que les hommes font de leur pouvoir. Quoi. Donc, on voit la crainte de l'intelligence artificielle. Mais avant de parler de l'intelligence artificielle, on va parler de l'intelligence humaine. Karim, donc Antoine a parlé de l'intelligence. Est-ce que toi, tu peux nous dire ta vision de ce que tu entends par intelligence et aussi l'intelligence humanitariste? Moi, je vais plutôt donner un exemple en Kama, ici, chez moi, dans mon village. Comment est-ce que mes parents choisissaient un chef du village, un dirigeant pour la communauté? Eh bien, ce choix se faisait très tôt et par observation. C'est-à-dire, parmi des enfants qui jouent, les sages, les personnes les plus âgées qui sont en charge du village, observaient le comportement des enfants chaque fois. Ça se faisait régulièrement. Et on se rendait compte rapidement que parmi les enfants, il y a certains qui étaient naturellement altruistes. C'est-à-dire, ils étaient empathiques et altruistes. C'est-à-dire, même dans le jeu qu'ils font, quand ils jouent avec leurs amis, ils ont tendance à venir en aide aux autres, à partager, à prendre soin des autres. Et on les observait dans leur développement. À un moment donné, ils faisaient un conseil, ils se réunissaient et puis ils choisissaient telle personne. C'est toi qui vas être, par exemple, le chef qui va présider aux destinées de la communauté. Et puis, il suivait ensuite une formation complémentaire pour pouvoir ensuite accéder à sa fonction. Et donc, l'intelligence pour la gestion de la société, c'est quelque chose qui est en fonction des différentes cultures, est vu sous plusieurs angles. Par exemple, nous, dans notre société traditionnelle africaine, un être humain avait comment dirais-je, un être humain était adulé, était aimé par la société quand il savait prendre soin des autres. Alors que dans l'Afrique post-coloniale, aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît, le capitalisme et autres, un être humain a plus d'importance quand il accumule plus de biens, la richesse. C'est des visions un peu différentes des sociétés. Et aujourd'hui, l'Afrique se trouve entre ces deux modes de pensée, ces deux façons de gérer la société. C'est-à-dire, on nous encourage à travailler pour accumuler des biens personnels pour nous, alors que dans notre société traditionnelle, c'était plutôt le contraire. On travaillait pour avoir des biens, mais pour les distribuer, pour prendre soin des autres. Voilà. Et donc, ça dépend. Quand vous posez la question à quelqu'un, comment est-ce que vous souhaitez est-ce que vous pensez qu'on peut confier la gestion de la société à une intelligence ou une intelligence artificielle? Mais tous les peuples ne répondent pas de la même manière en fonction de leur culture, de comment est-ce que ça se passe chez eux. Je peux donner juste un petit exemple. En Chine, en 2007, l'une des plus grandes sociétés de création de jeux vidéo a mis à la tête de l'entreprise un robot qui s'appelle Tang Yu. Bon, c'est un robot qu'ils ont considéré comme un robot femme, hein, voilà. Mais c'est un robot qui gère totalement l'entreprise. Mais un robot qui gère 24 heures sur 24. C'est pour dire leur niveau de culture ou bien la culture est vraiment différente quand on passe d'une contrée à une autre. En Chine, ils n'ont pas vraiment de mal à confier la gestion d'une entreprise à un robot et de voir ce qui se passe ensuite. C'est depuis 2017 que c'est fait. Voilà. Et donc, si on ratisse un peu large, quand on fait si on fait un sondage au niveau planétaire,
je pense qu'on aura beaucoup de contrées, beaucoup de régions qui n'auront pas vraiment de mal à confier la gestion des sociétés à des robots, à des intelligences artificielles ou, ou à des personnes jugées plus aptes à prendre soin des autres. Tu évoques quelque chose de fort là. Dans l'enseignement que nous donne le Maitreya, il nous dit que la plus belle intelligence, c'est l'amour. Ça répond un petit peu à ce que tu es en train de dire là, hein, au fait que si les gens qui seront des responsables quelque part, en plus d'être testés d'une autre manière, je pense qu'Antoine nous fera un petit détail là-dessus, mais si cette notion d'amour est déjà la brique de fondement du système, ça peut déjà amener quelque chose de très, très, très enthousiasmant pour le futur. J'aime ton illustration là. Antoine, peut-être veux-tu mettre un petit éclairage aussi là-dessus? Donc, je ne sais pas quel éclairage tu attends exactement. Donc, j'ai pas. Non, j'ai Bon, que la manière, tu un coup parlais de de la manière de projecteur. choisir les plus intelligents, un coup de projecteur. Un coup de projecteur sur ce qu'est cette intelligence qui part à partir de l'amour. Puis il y a peut-être aussi l'exemple que nous donnent les Elohim, ils nous donnent aussi un mode opératoire pour aller chercher justement la qualité la meilleure. On ne sait pas encore bien faire, mais c'est peut-être encouragement à encourager l'humanité à aller dans ce sens-là. On parle de géniocratie et d'autres modèles. Oui, Karim a donné l'exemple dont on peut partir, celui de l'altruisme. Donc, c'est quelque chose qui peut effectivement se mesurer. Ce qu'il faut constater, c'est ce qu'on ne veut pas. Et ce qu'on a vu, c'est tous les dirigeants qu'on a élus, qui sont des gens, si on les observe un peu de près, si on essaie d'analyser leur comportement, qui ont un ego énorme. Ils font des carrières politiques, donc leur but, c'est d'être populaire. Enfin, il y a toute une mentalité euh, de gens qui veulent être élus, qui veulent être celui qui est dirigeant. Et ça centre sur soi-même, ça centre sur l'ego, et ça fait mentir sur le fait que oui, oui, élisez-moi pour votre bien. Donc, à mon sens, et ce n'est pas du tout un sens scientifique, mais à mon sens, j'aurais envie de choisir quelqu'un qui n'a pas envie d'être élu qui a l'altruisme nécessaire, qui a l'envie que ça fonctionne bien. Quelqu'un qui rêve à une humanité différente et qui a un petit peu les compétences de comprendre comment fonctionne le monde, de comprendre ce que c'est que d'organiser une société, bien entendu. Mais ça, il peut le faire à l'aide de machines, peut-être qu'on y viendra. Par contre, prendre les décisions qui ne sont pas pour lui, pas pour moi, mais pour l'ensemble. C'est des gens qui, en général, ne veulent pas se faire élire parce qu'ils n'ont pas l'ego suffisant pour se dire je veux être le meilleur, je veux être celui qu'on choisit. C'est des gens qui disent ce serait mieux, ce serait plus d'amour que de choisir de faire les choses de cette façon-là. Donc les sélectionner, c'est un travail de psychologue que je ne suis pas, mais il faudrait déjà que la société se pose la question. Qu'est-ce qui fait qu'on a toujours les mêmes mauvais dirigeants? Dans tous les pays, c'est la même chose. Et dans tous les pays, on les réélit. Et puis ensuite, ils ont 50% maximum de popularité et on veut absolument qu'ils dégagent. Et chaque fois, ça recommence. Qu'est-ce qui fait que le peuple se fait avoir à chaque fois de cette façon-là? Parce que c'est une question de communication, de vente, c'est de la com, quoi. Et c'est pas du tout une façon de choisir les meilleurs. Et d'ailleurs, on choisit les meilleurs médecins par des examens en médecine, on choisit les meilleurs pilotes par des examens de pilotage, mais on choisit les meilleurs dirigeants par la popularité. Ça n'a rien à voir avec la compétence, la popularité. Donc, il faut que la société se pose cette question-là un jour, et si elle se la pose, elle confiera les réponses à des psychologues qui vont s'intéresser aux sources de l'altruisme et au fonctionnement du cerveau altruiste. Alors, on va parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a un ensemble de scientifiques qui ont signé une pétition pour demander une pause de 6 mois. Donc, nous, on prône l'intelligence artificielle pour aider l'humanité, pour aider un gouvernement, pour faire avancer la société. Que peut-on attendre de l'IA dans le monde politique et sociétal? Voilà, il y a une question dans le sondage, on pourrait peut-être y répondre. N'y a-t-il pas danger de prise de pouvoir des machines? Donc, Karim, Ananta ou Antoine? Je vais me lancer le premier. J'aime bien me rappeler cette image de la main humaine
pour le moment, qui peut caresser, qui peut masser, ou qui peut frapper, et même dans certains arts martiaux, avec une certaine position et certains points, tuer. Eh ben, pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. Qui va être derrière à programmer l'intelligence artificielle? Si c'est une personne remplie d'amour, comme vient de l'expliquer Antoine, d'altruisme, d'empathie, comme l'a dit Karim, bah, automatiquement, ce va être une intelligence artificielle bienveillante, orientée sur le bien-être, le confort de l'être humain. Je reviens à la question d'avant sur l'intelligence, cette fois-ci humaine. L'intelligence humaine, bah, il y a l'intelligence rationnel, c'est le cerveau pensant. C'est, comme l'a dit Antoine, bon, on va s'occuper déjà de sauver les banques. Par contre, bon, ben, les gens qui meurent, qui souffrent dans la misère, ça, non, on s'en occupe pas. Et il y a l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est ce qu'on appelle communément l'intelligence du cœur. C'est l'intelligence de l'amour. Et c'est l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'amour qui devra, entre guillemets, si je puis dire, être à la base de la création et du pilotage de l'intelligence artificielle. C'est toujours la même chose. On peut toujours, avec tous les outils, apporter du bien ou faire du mal. Il en sera de même pour l'intelligence artificielle. Oui, Ananta, je partage totalement ton point de vue. L'erreur qu'on commet très souvent, c'est de dire l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Comme s'il n'y aura qu'une seule intelligence artificielle. C'est pas forcément le cas. Il y aura plusieurs intelligences artificielles. Et ces intelligences artificielles seront entraînées avec des données différentes parce que ça dépend des initiateurs qui sont derrière. C'est-à-dire, en fonction du créateur de l'intelligence artificielle, il y a une forme de pensée. C'est un peu comme si le créateur de l'intelligence transmet un peu sa personnalité à cette intelligence-là. On a décidé de demander un moratoire de 6 mois sur l'intelligence artificielle parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. L'une de ces personnes, c'est le célèbre Elon Musk, mais qui, quelque temps juste après, allait créer une société et qui finance à coût de millions de dollars pour créer une autre intelligence artificielle. Alors qu'au départ, il était il a investi dans la société OpenAI. Donc, vous voyez un peu le jeu qui se joue derrière. D'un côté, on voudrait un moratoire pour qu'on arrête, et puis de l'autre côté, on passe derrière pour aller financer encore un autre projet d'intelligence artificielle. Il y aura plusieurs intelligences artificielles. Mais cette question de est-ce que l'intelligence artificielle va se retourner contre l'être humain, c'est une question d'abord philosophique pour les êtres humains. C'est bien qu'on se pose cette question. C'est vraiment bien qu'on se pose cette question. Parce que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va répondre à cette question à notre place. C'est à nous de répondre à cette question. Qu'est-ce que nous voulons faire de l'intelligence artificielle? Moi, je me dis, dans un monde, dans le monde actuel dans lequel nous vivons, avec les monopoles qu'on s'est créés, avec les entreprises qui accumulent des biens, qui accumulent beaucoup d'argent, beaucoup de propriétés, qui deviennent même plus puissantes que plusieurs États. Dans un tel monde, on peut s'imaginer que pour faire une grosse intelligence artificielle, il faut avoir tous les moyens qu'il faut. C'est une grosse société, une grosse structure qui peut le faire, ou un gouvernement, et puis utiliser l'intelligence artificielle pour manipuler tout le monde. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça ce qui va se passer parce que plus la technologie évolue, plus moins on aura besoin de gros moyens pour faire des intelligences artificielles. Le cas, c'est déjà posé. Hein. Avec ChatGPT, on a besoin de gros matériel, de cartes graphiques super puissantes pour faire tourner cette intelligence artificielle. Elle fonctionne en ligne parce que l'entreprise qui réunit ce matériel-là, c'est à elle qu'appartient cette intelligence artificielle. Et de l'autre côté, on a déjà le monde open source, le monde passionné d'informatique, qui a déjà récupéré des informations d'une intelligence artificielle
que Facebook avait développé et a donné les codes sources à la communauté pour faire des versions d'intelligence artificielle euh, euh, comme ChatGPT, mais qui s'installe cette fois-ci sur un ordinateur portable. Donc, avec un ordinateur portable de bonne performance, de performance correcte, moyenne, vous pouvez avoir un équivalent de ChatGPT directement sur votre machine. Et plus tard, n'importe qui pourra prendre un certain nombre de documents et entraîner sa propre intelligence artificielle à domicile. Donc, cette idée d'une grosse intelligence artificielle qui va manipuler le monde entier, je suis pas trop à l'aise avec cette idée-là. Je pense pas que ça va arriver. Voilà. Et donc, l'intelligence artificielle, l'être humain, naturellement, moi, ce que je constate, c'est que la grande majorité des êtres humains est empathique et ne demande qu'à vivre correctement, avec des moyens corrects. Maintenant, il y a toute une minorité qui veut contrôler toute la masse. Mais avec l'intelligence artificielle et la robotique, avec l'évolution de la technologie, ils auront de plus en plus de mal à contrôler la masse. Parce que ce même outil-là va se retrouver partout dans l'humanité. Moi, c'est ce que je pense. Et finalement, on sera obligé de coopérer ensemble, de coopérer pour pouvoir... Et pour moi, il n'y aura pas une seule grosse intelligence artificielle, il y aura plusieurs intelligences artificielles qui vont s'interconnecter, qui vont échanger en harmonie pour pouvoir produire quelque chose. C'est comme ça que je vois la chose. Je ne vois pas une grosse intelligence artificielle maîtrisée par une seule personne. Oui, super. J'aime ce que tu dis. Ça me rassure aussi. Ce qu'il y a de sûr, c'est que malgré tout, dans l'attente d'une population, c'est que les gouvernants, j'aime pas le mot gouvernant maintenant, je préfère adopter le mot guidance plutôt que gouvernement. La guidance, c'est peut-être donc la possibilité de réunir effectivement l'intelligence, l'amour, la sagesse, la volonté de faire de bonnes choses, et puis surtout d'utiliser les outils modernes qui permettent de remonter de l'information, des besoins, des attentes donc d'une population, et être capable de synthétiser. Vous avez parlé donc de ces intelligences qui sont capables de produire des réponses en 3 secondes sur des questions données, aussi complexes soient-elles. L'avenir en fait de la guidance de l'humanité ne serait-elle pas en fait le rassemblement justement de cette intelligence humaine, de cette compassion humaine et de cette utilisation de ces machines extraordinaires que sont les intelligences, tous ces types d'intelligence qui vont se raccorder, et faire en sorte qu'on arrive peut-être à une communication directe démocratique, enfin une véritable démocratie où le peuple appelle à des choses et les guides qui vont être élus pour pouvoir donc programmer, pour pouvoir assister, aider les intelligences artificielles à organiser les choses, peut-être cet ensemble-là sera la meilleure des réponses, je n'en sais rien. Quel est votre avis là-dessus pour que l'opinion, le public puisse bénéficier de tout cet ensemble? Intelligence, amour et technologie. Oui, je pense qu'il est important de comprendre, et ça l'a été dit tout à l'heure par Ananta et par Karim, que les intelligences artificielles sont des outils. Sont des outils qui font peur. C'est assez drôle de voir tous ceux qui, d'un coup, prennent peur et imaginent que l'IA, parce qu'elle a une puissance supérieure à nous sur certains aspects, l'IA en tant que technologie, elle prendrait le contrôle du monde si on lui demande des informations, on lui demande de nous aider à organiser le monde. Ça dépend quel pouvoir on lui donne. On lui a pas donné les clés de la maison. C'est de la même façon qu'il y avait dans l'interview tout à l'heure, là, le micro-trottoir, cet homme qui est musicien, qui disait qui veut pas ça du tout parce qu'il est musicien et qu'il y a des IA qui sont capables de faire de la musique mieux que lui. Mais j'espère pour lui qu'il est meilleur que ça. Bien sûr que l'IA, elle est capable peut-être de chanter ou de jouer d'un instrument ou de plusieurs instruments mieux que des êtres humains, pas de problème. Mais la créativité de cet humain, elle doit surpasser ça. Il doit savoir qu'est-ce que je vais faire de cet outil qui m'est donné. Un outil capable de générer de la musique, ou capable de générer des images, ou capable de générer du texte, comme ChatGPT. Tout d'un coup, ça fait des choses qu'on n'était pas capable de faire facilement avant. Donc la question, c'est comment on va l'utiliser.
Le même truc s'est posé dans le passé quand tout d'un coup on a eu des calculettes. On apprenait à calculer longuement à l'école et on faisait beaucoup de calculs. Et tout d'un coup on a des calculettes. Et tout le monde disait, oui, mais alors on ne va plus jamais calculer. À l'école, on apprend toujours ce que c'est le calcul, mais on apprend quoi calculer. On apprend comment utiliser une calculette. On va beaucoup plus loin. On va une étage au-dessus. On a l'outil, donc on n'a pas besoin de faire la basse besogne. On utilise la machine pour aller à une étape au-dessus. Donc, si on a des IA qui sont capables de rassembler assez d'informations pour avoir une meilleure perception du monde et de ce qu'il faudrait faire pour que le monde fonctionne mieux, c'est des IA de conseil à la guidance, eh bien, il faut savoir les utiliser. Mais pour savoir les utiliser, il faut s'entraîner, il faut être prêt. Et d'où les gens qui sont là à vouloir mettre un moratoire sur les IA parce qu'ils se sont sentis dépassés, surtout au niveau de leurs investissements économiques, bien évidemment. Et même l'Italie a voulu interdire ChatGPT sur son territoire par peur, c'est la même question que les calculettes, par peur que ChatGPT génère des textes qui remplaceraient des êtres humains ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est juste absurde. Au contraire, il faut accueillir au plus vite ces nouvelles technologies en étant enthousiaste, mais en voulant apprendre qu'est-ce que je peux faire avec. Elle va me remplacer sur certains aspects. Je ne suis pas obligé de rédiger moi-même mon texte de loi. Je ne suis pas obligé moi-même de faire l'analyse de la loi, puisque ChatGPT peut passer le concours du barreau américain. Donc, l'analyse légale est faite par une machine. Mais de ça, j'en fais quoi? Faut ramener les choses au niveau humain, au niveau de la conscience humaine. C'est un niveau supérieur qui nous permet d'éviter ces basses besognes un peu répétitives de rédaction, de lecture, et d'aller au-dessus de ça en l'utilisant comme outil. Mais pour ça, il faut être prêt, il faut être éduqué. Et pas seulement ceux qui seraient appelés à guider l'humanité doivent être éduqués. C'est toute la population. Puisqu'on voit aussi les peurs que, oui, mais alors maintenant, je l'ai entendu à la télévision suite à une expérience d'IA dans une radio, des gens disaient, oui, mais alors maintenant qu'on est capable d'imiter des voix et de créer des images de choses qui ne sont pas arrivées, comme on a vu Donald Trump arrêté par des policiers, qui était une image de synthèse, des choses comme ça, les gens disent, oui, mais alors maintenant, on peut nous tromper, on peut nous mentir, on peut nous manipuler. Eh, mais c'est pas nouveau, hein. Les humains nous trompent, nous manipulent depuis très, très longtemps. Les dirigeants, ils abusent de leur pouvoir depuis très, très longtemps. Ça a toujours été comme ça. Donc, c'est pas parce qu'on a des outils qui sont capables de faire la même chose, si on les utilise mal, si l'outil peut être bien ou mal utilisé. C'est pas parce qu'on a des outils supplémentaires qui peuvent aller dans cette mauvaise direction que le danger est supérieur. Au contraire, ça devrait nous rendre vigilants au fait qu'il faut s'éduquer. Il faut arrêter de croire toutes les nouvelles qu'on nous donne parce que certaines sont fausses. Il faut arrêter de croire toutes les images qu'on voit parce que maintenant, certaines sont fausses. Il faut arrêter de croire toutes les voix qu'on entend parce que désormais, certaines sont fausses. Il faut arrêter de croire tous les conseils ou toutes les décisions que les gouvernements prennent parce que certains sont malhonnêtes et ceux qui ont été malhonnêtes jusqu'à présent étaient humains. Ils n'étaient pas des machines. Donc, si on prend conscience de ça, on devient non pas victime de ces choses qui nous dépassent, mais on devient éduqué, capable d'utiliser les outils pour aller au-delà. Et du coup, n'importe qui, avec l'altruisme nécessaire, avec la vision nécessaire, pourrait demander conseil à plusieurs IA pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tout le monde ait à manger dans ce pays ou sur ce continent. Et l'IA ira chercher des informations en proposant quelque chose. C'est une proposition, comme tout gouvernement. Ça ne veut pas dire que c'est la solution, mais elle sera peut-être mieux analysée que l'auraient fait les économistes jusqu'à présent. Ça mérite de proposer quelque chose à essayer. Ça ne veut pas dire qu'on donne les clés de la maison aux machines, pas encore. On leur donne les clés d'une voiture déjà. Et puis, il y a très peu d'accidents. En moyenne, il y a moins d'accidents de voitures pilotées par des IA que par des humains. Et là, pareil, il y a plein de gens qui se sont dit, ah oui, mais ces voitures, c'est dangereux. Si elles doivent prendre une décision et qu'elles décident de foncer dans quelqu'un pour éviter quelqu'un d'autre, comment on fait? Oui, mais le conducteur humain qui est ivre, personne ne se pose la question. L'IA, au moins, aura des règles connues d'avance et puis elle a montré sa fiabilité. Elle montrera sa fiabilité dans tous les domaines. Elle montrera qu'elle est des meilleurs musiciens, meilleurs peintres, tout ce que tu veux. Mais ce qui fait l'humain, c'est sa conscience et même sa supraconscience. C'est qu'est-ce qu'on veut faire de ça? C'est où on veut aller? Qu'est-ce qui nous fait rêver? Et ce n'est pas seulement pour les dirigeants, c'est pour toute la société. Donc, on peut avoir un lien direct avec des IA qui nous donnent une vision du monde différente, une analyse du monde comme un conseil juridique IA pourrait le faire maintenant, et puis nous laisser la décision, mais une décision collective et éclairée.
Et non pas une décision éclairée par des gens qui veulent nous manipuler pour se faire élire, mais une décision éclairée par une IA qui argumente puis qui nous donne des faits. Et puis quand je dis une IA, c'est plusieurs IA, donc on pourra les mettre en concurrence pour éviter que l'une soit nourrie de fausses données et de choses qui vont dans la mauvaise direction. Mais il faut vraiment qu'on œuvre à arrêter ces peurs de science-fiction, de choses qui pourraient se retourner contre nous. Les humains ont déjà tout fait, le plus horrible, se sont déjà retournés contre nous. On a déjà eu tous les massacres possibles, on a déjà eu tous les génocides, on a déjà eu toutes les horreurs. Donc, ça ne peut pas être pire, ça peut être que mieux. Ça peut être que mieux et il faut qu'on le voit, il faut qu'on voit ces outils comme la capacité qu'ils nous offrent à créer un monde meilleur. J'avais lu un article d'un scientifique qui disait que si on a peur de l'intelligence artificielle, en fait, il faut remplacer l'intelligence artificielle, le mot, par feuille de calcul, parce que ce ne sont que des programmations. Donc, l'intelligence artificielle, si ça fait peur, c'est une feuille de calcul. Ça permet de ne pas se tromper de coupable en cas de défaillance. Et puis, il y a aussi une autre peur, c'est que l'intelligence artificielle évolue toute seule et puis dépasse l'homme, parce qu'il y a cette utopie de l'évolution humaine. Donc, il n'y a pas d'évolution spontanée en programmation. C'est ce que je voulais dire. C'est l'intelligence artificielle va utiliser ce qu'on va lui donner et ce qu'on doit lui donner doit reposer sur par exemple, les 4 niveaux de la conscience. Tu jugeras les choses par rapport à l'infini, donc en relativisant les choses. Tu jugeras les choses par rapport aux valeurs qui guident l'humanité, ça peut être les droits de l'homme, par rapport à l'humain, c'est-à-dire faire en sorte que les pensées, les paroles et les actes de l'intelligence artificielle élèvent l'humain, puis par rapport à l'individu, proposer des solutions pour élever le niveau de conscience de l'individu et du bien-être. Voilà, donc il n'y a pas d'évolution spontanée, tout dépend de la programmation de l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'évolution spontanée, par contre, il est facile maintenant de programmer les IA pour qu'elles s'améliorent elles-mêmes, puisque l'IA tel que ChatGPT peut produire du code, donc on peut imaginer un programme qui recrée un programme. Mais là encore, la question c'est quel contrôle on lui donne. Je veux dire, ChatGPT, ça produit du texte. Ce texte, si je ne le lis pas, il ne se passe rien. Si je le distribue à des gens et que les gens ne savent pas d'où ça vient et qu'ils n'ont pas été éduqués, là, il y a un problème. Si je donne le contrôle des armes nucléaires à une machine, évidemment, là, il y a un danger. Il y a même un danger d'un bug, je dirais. Donc, indépendamment du fait que c'est une intelligence artificielle ou pas. Donc, elles vont d'ailleurs s'auto-améliorer et nous dépasser sur énormément de domaines, mais ça dépend quel contrôle on leur donne. On va pas leur donner la planète. On va les utiliser comme des outils. On va les mettre à notre service. Exactement, Donc, oui. la peur qu'on met derrière ça, c'est juste un fantasme. Mais justement, là, c'est là où le choix des humains qui vont être les guides quelque part, qui vont s'installer qui vont être installés pas en collège. C'est là où il y aura la sécurité, je pense, la meilleure. Chez les Elohim, là-haut, il y a un collège d'éternels. Ce sont les éternels qui, eux, sont là pour donner les orientations possibles, entendre les besoins de leur planète mère, et puis avec leur robotique, leur intelligence artificielle et autres, sont capables donc d'amener les meilleures solutions humanitaristes. C'est ce que disait Marilyn tout à l'heure. Si la programmation s'appuie sur ces 4 niveaux de la conscience et que l'intelligence artificielle, comme tu le dis, Antoine, peut s'autoprogrammer à partir de valeurs, véritablement de valeurs et de frontières à ne pas franchir, je pense que là, on commence à rentrer dans une ère tout à fait nouvelle et rassurante. Qu'en pensez-vous? Oui, en effet, je disais tantôt, c'est une question philosophique. Qu'est-ce qu'on va faire de l'IA? Ça dépend vous savez, quand on programme une IA, on programme ce qu'on appelle des paramètres. On donne des paramètres à l'IA, comme si on lui fixait des limites ou on lui donnait une ligne de conduite. Et un célèbre écrivain nommé Isaac Asimov avait déjà proposé 3 lois pour pouvoir guider les robots, puisque c'était le début de l'ère de la robotique, de l'automatisation. La première loi, elle est là, elle est affichée. La première loi, c'est un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni rester passif ou bien permettre qu'un autre être humain soit exposé au danger.
Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est qu'un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et la troisième loi, c'est un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Donc, c'est une question philosophique d'abord. Qu'est-ce que nous, les êtres humains, nous voulons faire des robots? Ensuite, ou de l'intelligence artificielle. Et ensuite, on les programme en y insérant ces paramètres-là. Moi, j'ai foi, j'ai confiance à la bonne foi des humains, au bon cœur des humains, puisque jusqu'à présent, après l'explosion de la première bombe atomique à Hiroshima, les êtres humains se sont rendus compte du danger vraiment de la bombe atomique. Et jusqu'à présent, on lutte contre nous-mêmes, hein, on lutte contre nos propres démons pour contrôler un peu l'énergie nucléaire. On n'y arrive pas toujours à 100%, on continue toujours d'avoir des comportements à risque, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore déclenché de guerre nucléaire, hein, même si on est proche de le faire en ce moment. Mais ça veut dire que quelque part, on a quelque part une conscience des dangers de ce que nous manipulons et on veut bien faire les choses. L'une des origines aussi de cette peur, c'est l'intolérance que les êtres humains ont envers les erreurs des robots. On voudrait avoir des robots ou des intelligences artificielles parfaites qui ne commettent aucune erreur. Antoine l'a bien dit, des sondages ont prouvé que une voiture pilotée par une intelligence artificielle fait très peu d'accidents par rapport à un être humain. On est enclin à accepter beaucoup d'erreurs des humains, de la part des humains, et puis être un peu... Aujourd'hui, par exemple, l'un des bienfaits de l'automatisation, de la robotisation, c'est que dans l'industrie aéronautique, par exemple, pour qu'un avion fasse un crash et tue 100 personnes, il faut que les avions, l'ensemble des avions, aient transporté 2,5 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire presque la moitié de la population humaine avant qu'il y ait un crash qui va tuer 100 personnes. Donc, c'est une avancée quand même. C'est une avancée vraiment considérable. Et si on applique ça dans beaucoup de domaines où on a des erreurs dans la justice, hein, des erreurs judiciaires qui amènent des innocents en prison, ou qui laissent filer entre les mailles de la justice des criminels, ou bien dans le domaine de la circulation automobile, le nombre d'accidents qu'on a dû à des erreurs humaines, je pense que l'intelligence artificielle peut faire beaucoup, 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 beaucoup pour sauver des vies. En médecine aussi, pareil, hein, voilà. Et donc, la peur vient très souvent aussi de l'intolérance, pour résumer, de l'intolérance qu'on a envers les erreurs de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fera des erreurs. Ça, il n'y a pas de machine parfaite à 100%. Mais le nombre d'erreurs que fera nos machines ou nos intelligences artificielles seront énormément infimes par rapport à ce que font les êtres humains. Et ça sera vraiment une grande avancée. Maintenant, je voudrais terminer en disant que, quelque part, est-ce que l'être humain connaît sa vraie nature? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que nous pensons que l'être humain, sa nature, c'est juste de faire des calculs je sais pas, calculs mathématiques intégrales? Est-ce que la nature de l'être humain, c'est d'utiliser son cerveau pensant? Est-ce que la nature, le but de la vie d'un être humain, c'est d'aller à l'école, apprendre, faire des enfants à son tour, accompagner ses enfants à l'école et puis mourir? Est-ce que c'est ça vraiment l'être humain? Moi, je pense que ça aussi, c'est un rôle important dans la mission des Raéliens. Le matériel a si bien dit, quand les Olympiens viendront, c'est là que la mission vraiment des Raéliens va commencer sur la planète parce que tout le monde va commencer à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où nous venons? Qu'est-ce que nous faisons sur la Terre? On va commencer à se poser les vraies questions philosophiques parce que ce mythe de Dieu aura disparu en grande partie. Et c'est là que les Raéliens devront apporter la vraie réponse, la bonne réponse aux humains. L'être humain, ce n'est pas son cerveau pensant. Nous ne sommes pas notre cerveau pensant. À la limite, tout ce que notre cerveau pensant peut faire, nous le confions à des robots, à l'intelligence artificielle. Ils le feront 1000 fois mieux que nous. Les robots vont gérer mieux les ressources de la planète, mieux que nous. Par contre, la vraie nature de l'être humain, c'est de permettre à
l'univers de prendre conscience de lui-même. Nous sommes là pour magnétiser l'univers parce que l'univers existe, mais l'univers n'a aucune conscience de lui-même. En méditant, en prenant conscience de l'univers, ça permet à l'univers de prendre conscience vraiment de lui-même. Et ce musicien qui avait peur de perdre son boulot, de ne plus être important parce que l'intelligence artificielle va créer des musiques, mais il faut le rassurer. L'être humain, en se connectant à l'infini, peut capter directement des sonorités, peut capter directement des musiques harmonieuses qu'il va partager aux autres. Le bel exemple, le meilleur exemple, c'est le maître. Le maître dit que lui, ses musiques, il est là et puis, pap, il les télécharge comme ça parce qu'il est dans la supraconscience en permanence. Donc, c'est important aussi d'enseigner aux humains de la planète leur vraie valeur, leur vraie nature, leur vraie place dans l'humanité. Ce n'est pas le cerveau pensant des petits calculs que l'intelligence artificielle peut faire très bien. Voilà. Waouh. On va regarder une vidéo, Raël. Tu parlais d'artistes, Karim. On va regarder une vidéo. Pense aux artistes. Pense aux artistes si tu crées la vie, un jour dans une autre galaxie. Pense aux artistes si tu crées la vie, pour que tout demeure en harmonie. Celui qui a dessiné tous les papillons, c'était pas le taré de Cro-Magnon, et qui a obligé les oiseaux à chanter, demande à ceux qui parlent d'évolution. Pense aux artistes si tu crées la vie, un jour dans une autre galaxie. Pense aux artistes si tu crées la vie, pour que tout demeure en harmonie. Qui a composé la corolle des fleurs et qui leur a donné mille couleurs. Ce n'est pas le hasard qui les a fait pousser en leur donnant aussi mille senteurs. Pense aux artistes si tu crées la vie, un jour dans une autre galaxie. Pense aux artistes si tu crées la vie, pour que tout demeure en harmonie. Lorsque tu partiras dans un engin volant pour à ton tour aller créer la vie, n'oublie pas d'emmener, en plus de tes savants, des artistes pour que la vie soit jolie. Pense aux artistes si tu crées la vie, un jour dans une autre galaxie. Pense aux artistes si tu crées la vie, pour que tout demeure en harmonie. Ce n'est pas un bon Dieu, ce n'est pas le hasard, on t'a raconté bien des histoires. Tout là-haut dans le ciel, des hommes comme toi nous ont fabriqués en laboratoire. Pense aux artistes si tu crées la vie, un jour dans une autre galaxie. Pense aux artistes si tu crées la vie, pour que tout demeure en harmonie. Artistes. C'est ce que tu évoquais quelque part, Karim. Hein, la supraconscience, aller chercher dans l'infini l'art de vivre, l'art de produire des choses, l'art de communiquer, l'art de partager. La chanson-là, elle illustre bien tout ce que l'humain peut découvrir, peut attendre et produire. Il est capable de tout cela, de créer un paradis sur Terre. On arrive à la fin, ça fait 1 heure déjà qu'on est ensemble, hein, après notre début d'épisode. Une petite conclusion, comme toujours.
Ananta, tu peux peut-être nous faire ta vision donc pour une conclusion. Et puis à vous deux aussi, hein, n'ayez pas crainte, je vous abandonne pas, je vous lâche pas. Eh ben, j'ai beaucoup d'espoir pour le futur, pour l'humanité. Comme tu l'as précisé, Jean-Pierre, c'est cette guidance mondiale, et j'adore ce mot guidance plutôt que gouvernance, puisque quand on voit ce que les gouvernants actuels fond. Et puis surtout, quand on parle de gouvernement mondial, alors là, ça fait autant peur que l'intelligence artificielle. La guidance, c'est un peu comme le revenu et l'allocation, c'est des mots, mais comme dit Maitreya, les mots sont importants. Donc voilà, guidance, c'est bien. Et puis, guidance collégiale humaniste, c'est-à-dire que bah voilà, l'amour va guider ces personnes. Et puis c'est un collège, et on voit sur la planète, voire pas très loin de chez nous, Jean-Pierre, Marilyn, que même s'il y a un groupe appelé gouvernement, eh bien il y a quelqu'un à la tête qui dirige à lui tout seul. Là, c'est pas possible parce que c'est vraiment un collège de guidance, c'est vraiment un ensemble de personnes humanistes guidées par l'amour de l'humanité qui dirigent et pas quelqu'un qui a un ego surdimensionné et qui peut nous emmener à la catastrophe. Donc voilà, guidance mondiale, humaniste, j'aime beaucoup. Merci, Ananta, merci. Moi, je retiens les paroles de Karim de tout à l'heure. La question fondamentale, c'est la nature de l'être humain. Et tout est là. C'est une question qui a des millénaires, que tous les philosophes se sont posés, qui a touché toutes les spiritualités. Et si on arrive là à une réponse qui nous est soufflée par nos créateurs euh, sur ce qu'est l'être humain, et de là découle tout, et découle aussi la confiance que j'ai, mais je pense que vous avez aussi la grande confiance que j'ai en l'être humain. J'ai confiance en ce que l'IA peut faire, mais j'ai énormément confiance dans les décisions que l'être humain peut faire, parce que je pense que fondamentalement, si on n'est pas placé dans de mauvaises conditions, euh, on veut aller vers le bien, on veut le bien-être de tous. Et je pense que chaque être humain sur cette planète aspire à vivre en harmonie avec ses semblables, de plaisir simple et d'épanouissement. Enfin, c'est finalement très simple. Si on revient à cette simplicité, si on remet l'être humain au centre et la nature de l'être humain au centre de notre focus, tout devrait glisser. Merci, Antoine. Le maître Raël a dit une fois que le fonctionnement juste du cerveau humain, c'est de donner de l'amour. Alors, pourquoi est-ce qu'on constate que certains cerveaux ne donnent pas de l'amour? C'est parce qu'ils sont malades, tout simplement. Ils sont malades. Ils ont été rendus malades par des déséquilibres, soit des déséquilibres chimiques, soit une mauvaise éducation, ou alors ils ont même vécu, on peut dire même que ces personnes ont vécu des situations difficiles qui a changé leur façon de penser, leur façon de voir les choses. Moi, je pense que avec l'avènement des dernières technologies que nous connaissons, qui vont accélérer la production, ils ont réussi à mettre en place euh, la location universelle et que chacun peut subvenir un minimum à ses besoins, nous allons avoir beaucoup de vices de la société qui vont disparaître. La convoitise, la comparaison, la compétition. On ne verra même pas pourquoi est-ce qu'on doit faire encore de la compétition, puisque avoir de l'argent, accumuler de l'argent plus que les autres ne sera plus important. Le maître a dit, quand on mettra en place le paradis, tout le monde sera riche, parce que tout le monde aura le nécessaire. Pas super riche, avoir des biens, je veux dire, accumuler des biens qui ne vont pas nous servir de toute façon. 200 milliards de dollars de fortune. À quoi est-ce que ça va te servir? Tu es un être humain, tu as des besoins comme tout autre. C'est vrai, on peut avoir des goûts de luxe un peu en plus, mais 200 milliards de dollars accumulés, c'est totalement inutile. Et donc, quand tout le monde sera riche au même niveau, aura le nécessaire pour vivre, qui aura besoin d'aller gruger l'autre,
d'aller faire du mal à l'autre. Pour avoir quoi en plus? Rien. Les cerveaux fonctionnent mal parce que la richesse est mal distribuée, parce que les êtres humains n'arrivent pas à avoir le minimum qu'il faut. Et donc, si on rétablit une société égalitaire où tout le monde a un minimum pour vivre, le taux de criminalité va baisser drastiquement et le taux d'amour va s'élever à l'infini, progressivement vers l'infini. Et la société va changer totalement. La clé pour le bonheur, pour le futur, pour un futur meilleur, un futur différent pour l'humanité, pour le bonheur, pour l'entrée dans l'âge d'or de l'humanité, la clé, c'est le paradisme. Merci à tout le monde de lutter, de militer pour que le paradisme s'installe. Merci beaucoup. Super. J'aime bien l'illustration que tu viens de faire. Tu sais, enfin, vous savez, j'ai une formation médicale et quand j'ai appris la médecine, on m'a appris que le corps humain, enfin le corps vivant, pas que l'humain, le corps vivant était en parfaite harmonie, c'est quand toutes les cellules étaient heureuses. C'est-à-dire qu'elles ne manquaient de rien. Et là, la maladie ne s'installait pas. Mais dès que quelque part, certaines cellules manquaient de quelque chose, elles créaient un déséquilibre qui allait amener une pathologie, voire amener l'ensemble du corps à une fin catastrophique, parce que justement, il y a eu des manques. L'humanité, c'est un corps avec 7 milliards, 8 milliards de cellules qui sont appelées à vivre en parfaite harmonie, sinon des cancers vont naître à droite et à gauche et puis faire la destruction de l'humanité. Notre rôle, à nous, êtres humains, je ne parle pas que des Raéliens, mais de chaque être humain, c'est de bien penser que je suis une cellule qui doit être en harmonie avec celles qui sont à côté de moi pour que les autres plus loin soient en harmonie, et ainsi de suite, et que le corps tout entier soit heureux de vivre. On est capable de comprendre cela, et si on veut vraiment ne pas se suicider, eh ben, c'est de vivre en harmonie avec soi-même et puis avec les autres, et puis faire en sorte que l'ensemble soit en parfaite harmonie. Puis avec la science, la technologie qu'il y a tout autour de nous, ben, nous aider à amener cela, et faire en sorte que chacune cellule puisse correspondre entre elles facilement pour pouvoir prendre sa température et la température de l'ensemble. On a Internet, on a tout ça qui peut nous permettre justement d'être en parfaite communication les uns les autres. C'est ça qui est extraordinaire. On vit une époque extraordinaire, merveilleuse, qui me permet de dire, mais la médecine que j'ai apprise, c'était la clé. Chacune des cellules doit être en mesure de pouvoir vivre en parfaite harmonie avec elle-même parce qu'elle a tout ce qu'il lui faut. Marilyn me dit, il y a la méditation à faire maintenant. Il y a quelqu'un, je pense, le premier épisode, il y a eu quelqu'un qui a fait la méditation, la deuxième aussi. Il y en a un qui n'en a pas fait encore de méditation pour la paix. Tu vois ce que je veux dire, Karine? Je vois très bien. Je te remercie de penser à Merci. nous. Nous avons passé 3 heures de partage, d'amour, d'amitié, d'échange. Alors, on va s'asseoir confortablement. On se sent bien, les épaules relâchées. Tout doucement, on ferme les yeux pour être concentré. On se sent bien. On peut même soupirer. Tout est illusion, absolument tout. Je suis un homme, je suis une femme, c'est une illusion. Je suis de telle couleur, je suis de telle autre couleur, c'est une illusion. Tout est illusion, sauf l'infini dans le temps, l'infini dans l'espace et l'amour.
à cet instant, nous allons nous connecter aux ondes de l'amour. L'amour est infini dans l'univers et nous nous connectons à l'amour. Nous ressentons l'amour. L'amour est partout. L'amour est en nous, autour de nous. Nous baignons dans un océan d'amour sans fond, sans limite. C'est tellement agréable de baigner dans l'amour. Ressentons. Et nous nous sentons connectés les uns aux autres. Ressentons ce lien d'amour entre nous. Quelque part sur la planète. Chacun chez lui. Et cette énergie d'amour englobe la planète. C'est un amour qui guérit, qui soigne. Chaque être humain, chaque être vivant. C'est tellement agréable que nous pouvons rester en permanence baignés dans l'amour, tout le temps, éternellement. Nous nous sommes installés dans l'amour pour toujours. On revient à nous petit à petit. On va ouvrir les yeux en conservant cette énergie d'amour dans laquelle nous baignons. Merci à tous. Merci Karim. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à nos trois invités, Antoine, Karim, Ananta, de nous avoir éclairés sur ce sujet et d'avoir effacé les peurs, s'il y en avait, de l'utilisation d'une intelligence artificielle pour la guidance de l'humanité. Vous pouvez revoir donc les 3 épisodes sur Tout là-haut dans le ciel, la chaîne YouTube. Et puis, voilà, je n'ai plus rien à dire. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine émission. Et je crois que la prochaine émission, ce sera sur l'art. Oui, pense aux artistes. Si tu crées la vie et puis si tu vis dans la vie, pense aux artistes également. Merci à vous toutes, à vous tous qui nous avez accompagnés pendant
ces épisodes. Merci à nos intervenants, vous nous avez touchés à cœur. C'est formidable, vous nous avez apporté beaucoup d'espérance pour notre vie du présent et du futur. Je vous libère, puisque on parle de liberté. Je vous donc laisse repartir à vos activités et à vos plaisirs. Et puis, tout notre public, là, je suis très heureux de vous voir avec des yeux pétillants, du sourire, et puis peut-être de la nourriture pour les semaines à venir, pour réfléchir à tout ce qu'on a pu dévorer, manger. Maintenant, il va falloir digérer tout ça, et puis en faire quelque chose, quoi. Et surtout le communiquer autour de nous. Merci à tous, merci, et puis à tout bientôt, comme l'a dit Marilyn, à la prochaine émission. On parlera de l'art, hein, l'art dans toute sa splendeur. À bientôt. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, peut-être un jour tu iras. Et quand ils venaient dans leurs engins, tes ancêtres les croyaient divins. Maintenant que tu peux t'envoler, tu comprends la vérité. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, c'est là qu'ils m'ont envoyé.